Alors j'y suis venu très, très jeune, hein. J'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour les choses de la nature. En fait, mon grand-père m'emmenait régulièrement au bois de Vincennes. Je passais de très longues vacances en Bretagne, à Belle-Île, du côté de la famille de mon père. Et donc j'ai développé un lien à la nature de curiosité d'abord. Et c'est surtout les champignons qui m'ont interpellé. C'est d'ailleurs à cause d'un cours de sciences naturelles, hein, en cinquième, où on nous avait demandé de ramener des champignons pour l'occasion, que j'ai vraiment adhéré à. Enfin, j'ai vraiment développé une curiosité pour ces organismes et qui ne m'a pas quitté, même si je suis passé de l'identification des champignons à plutôt quelque chose qui est la compréhension de leur écologie. Et de là aux questions de symbiose. Alors ça émerge de façon un peu presque contingente, hein, de façon amusante. C'est que j'ai passé l'agrégation, je suis ensuite recontacté par plusieurs de mes maîtres pour euh, donner des cours l'année suivante en préparation à l'agrégation à de jeunes agrégatifs. Et on me propose plusieurs cours, notamment sur les champignons, mais aussi à Paris, on me propose un cours sur la symbiose. Et puis, je vais creuser ça. Et c'est à peu près le moment où mature dans ma tête l'envie d'un projet de thèse autour des champignons, mais des champignons qui forment des symbioses, des champignons mycorhiziens, ceux qui sont associés aux racines des plantes. Et donc je me retrouve en fait à être, parce que je veux travailler sur les champignons, à travailler sur les symbioses des champignons, et parce que j'ai envie d'enseigner, à enseigner les symbioses. Et je vais me prendre de passion pour ce phénomène, c'est-à-dire ces coexistences d'organismes à bénéfice réciproque, hein, qui construisent beaucoup de choses, ça je m'en aperçois dès lors, et puis petit à petit, je vais être d'une génération qui va découvrir les microbiotes, qui va découvrir beaucoup de symbioses microbiennes, et qui va découvrir que c'est non seulement important, mais que c'est quelque chose qui est présent derrière tous les phénomènes biologiques que l'on peut décrire. Alors, bon, pour un béotien, pourquoi la symbiose est un modèle idéal dans l'évolution? Il n'y a pas de modèle idéal, entendons-nous, mais à un moment, il y a des choses qui relèvent de la fascination personnelle. Une fois de plus, pour moi, c'est quand même assez extraordinaire de voir que des organismes que séparent des milliers d'années d'évolution, qui ont des logiques complètement différentes, peuvent construire des choses ensemble, que ce soit des structures. Je pense notamment, mes équipes de recherche travaillent sur la mycorhize, c'est-à-dire l'association entre des racines de plantes et des champignons du sol, qui sont capables de construire des structures communes, de s'engrener l'un dans l'autre, et on le sait maintenant même, d'échanger des messages, notamment des peptides sécrétés, qui les reprogramment complètement. Donc il y a vraiment une intégration absolument incroyable entre les partenaires. Donc ça, c'est de l'ordre de la fascination. L'autre chose, c'est une forme d'opportunisme. C'est vrai qu'on est tous dans nos carrières scientifiques à chercher des choses sur lesquelles il y a des découvertes à faire et qui n'ont pas été trop creusées auparavant. Or, les symbioses, en dépit que je prenne conscience rapidement qu'elles sont importantes, elles n'ont pas été si étudiées que ça. Donc il y a de la nouveauté à découvrir, il y a un espace vacant à peupler. Donc il y a cette forme d'opportunisme scientifique. Et là, il y a une rencontre des deux. Et puis il y a la chance aussi de rencontrer des hommes et des femmes. C'est-à-dire que moi, je rencontre François Le Tacon qui travaille sur les mycorhizes et qui accepte de me proposer une thèse. J'ai aussi mes maîtres qui m'ont proposé d'enseigner sur ces sujets-là. À un moment, on est aussi fait de contingences humaines. Et là, il y a aussi ça derrière. Je ne dirais pas que la symbiose est un détail dans ma vie, parce que finalement, j'arrive à construire une vision de ça et à amplifier l'importance que ça a. Je vais le faire dans ma recherche, je vais le faire dans mes enseignements, je vais le faire auprès des programmes d'enseignement nationaux en France, où je vais un peu introduire cette chose-là. Je vais le faire en formation continue d'enseignants, ou aussi en formation initiale de jeunes enseignants que je forme, qui vont préparer les concours de l'agrégation ou du CAPES. Donc depuis les années 90,
je vais développer ça et je renie pas. Je dis pas que j'ai fait ça juste parce que je savais ça et que je me dis tiens, je vais l'imposer aux autres. Non, c'est que sincèrement, j'y ai vu une importance. Mais il ne faut pas non plus. Là, il faut être plein d'humilité. Il y a des circonstances, des contingences. Et puis, il y a d'autres domaines qui sont importants. Il n'y a pas que la symbiose. Néanmoins, la symbiose est importante parce qu'elle construit des choses écologiquement, elle construit des choses évolutivement. Il y a deux façons d'évoluer. Par association ou par des mutations, par une voie propre et autonome. Mais donc, quelque part, ça construit l'évolution, ça construit les mécanismes écologiques, ça construit le fonctionnement physiologique des organismes. Quand on regarde, par exemple, le microbiote, on voit très bien que notre physiologie en dépend complètement. Ces microbes qui nous peuplent, ils contribuent à toutes nos fonctions. Je vais revenir un instant après là-dessus, mais quelque part, on voit que finalement, comprendre la physiologie des organismes, ce n'est pas une histoire de biologie des organismes. C'est aussi comprendre la symbiose qui se cache derrière. Donc, ils construisent les organismes, ils construisent la physiologie. Bon, ben, la physiologie, l'écologie, l'évolution, ça fait beaucoup. On peut s'étonner d'ailleurs qu'ils soient présents aussi, de façon aussi importante dans la physiologie des plantes. Je parlais de ces champignons qui s'associent aux racines, qui nourrissent les racines en allant chercher des sels minéraux dans le sol et qui les protègent en échange d'un peu de sucre et de vitamines. On peut s'étonner qu'il y ait autant de microbes, il y en a aussi dans les feuilles, il y en a aussi dans les bourgeons, il y en a aussi dans les tiges, qui contribuent au fonctionnement des plantes. On peut s'étonner quant à l'homme que le microbiote aide à la digestion, aide à défendre l'organisme, dialogue avec le système immunitaire et améliore son fonctionnement, envoie des messages au système nerveux et contribue à en modifier le fonctionnement, notamment la résistance au stress ou l'humeur. Bon, ça fait beaucoup. Mais il y a une chose à la symbiose qu'il ne faut pas oublier, c'est que par définition, sain avec biosis la vie, les choses vivent ensemble. Et quand quelque chose est systématiquement dans votre environnement, il y a autant, c'est une sorte de salle d'attente pour que ce soit recruté pour des fonctions. Quand vous êtes tout le temps avec des organismes, quand vous êtes tout le temps peuplé par les mêmes espèces de bactéries, parce qu'il y a un cœur de microbiote qui est toujours formé des mêmes espèces, vous pouvez finalement appuyer vos fonctions dessus. Et ceci de deux façons différentes. Vous pouvez à la fois perdre des fonctions qui sont redondantes avec ce que fait cet organisme. C'est ainsi que, par exemple, une partie de notre sérotonine, qui est un neurotransmetteur très important justement dans la gestion du stress et dans l'humeur et dans le bien-être. Une grande partie, 80% de la sérotonine dans notre organisme est fabriquée par notre microbiote. Pourquoi ? Parce qu'ils sont là, ils le font. Donc, à un moment, on peut très bien s'appuyer sur eux. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'avait pas de sérotonine avant. Mais enfin, je pense que l'ancêtre qui a commencé à s'appuyer sur son microbiote pour la sérotonine, il ne ressemblait sans doute pas à un homo. Ouais. C'était pas un humain, c'était pas un hominidé. Mais la deuxième chose, c'est qu'à un moment, l'évolution de nouvelles structures peut s'appuyer sur ces microbes. On peut acquérir de nouvelles structures, de nouvelles fonctions en appui sur ces microbes. Donc il y a à la fois l'évolution progressive et l'évolution agressive qui sont construites par les symbioses. Ça fait beaucoup. Et on voit souvent la symbiose comme l'acquisition de fonctions, mais n'oubliez pas qu'il y a donc une évolution agressive qui crée de la dépendance à des choses qui sont toujours là. Et donc, alors c'est vrai qu'aujourd'hui on découvre que notre microbiote, il a ses fonctions parce que la modernité l'affecte. Il y a un certain nombre de choses que l'on fait et de pratiques, on retire des microbes et on finit par avoir des déficits fonctionnels qui aident à conduire à des diabètes, à de l'obésité, à de l'asthme, à de l'allergie. Bon, ok. Mais ça, en creux, avant que la modernité nous prive de ces microbes, ils ont toujours été là et on s'est appuyé sur eux. Et donc, c'est vraiment important. En termes d'évolution, la symbiose permet d'acquérir de nouvelles fonctions, mais elle crée aussi des dépendances en éliminant des redondances entre des organismes qui vivent en symbiose. Et au total, c'est quelque chose qui est une colonne vertébrale de l'évolution. Voilà une chose qui a été négligée. Voilà une chose que, par exemple, en France, on a pu enseigner très vite à de jeunes enfants, avant même, puisque c'est une influence que moi j'ai pu avoir dans les années 90, avant même que d'ailleurs la science n'acquiert totalement l'intégralité de ce concept-là. Puisque ce concept-là, il va vraiment s'épanouir dans les années 2000 avec le microbiote. Mais dès les années 90, en France, on enseigne qu'il y a deux façons d'évoluer, par soi-même ou par association. Et je n'ai pas de gloire en tirer particulière, parce que quelque part, j'ai juste bien lu mes pairs. Ce n'est pas ma recherche directement, c'est mes lectures. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est moi qui l'ai découvert. Mais je l'ai fait résonner peut-être avant que ça résonne puissamment dans la communauté scientifique. Alors, vous vous référez à vos pairs. Donc, quels sont-ils ? Qui sont-ils ? Et vos muses. Parce que dans vos travaux aussi, il y a une lecture extrêmement large en termes de spectre des recherches en sciences
naturelles, environnementales, mais aussi en sciences humaines et sociales. Alors, j'ai dit mes maîtres, hein, c'est ceux qui Ouais. m'ont formé et qui m'ont à la fois ouvert des horizons dont j'ai repris quelques-uns et puis formé en termes de méthode. Euh, bon, ça, c'est ceux que j'ai rencontrés tout au cours de ma scolarité. Et le premier d'entre eux, ça a été ce monsieur Desclarons, ce professeur de sciences naturelles, qui nous dit allez chercher les champignons, je vous en parlerai la semaine prochaine. Il nous en parle tellement bien que moi, je suis resté scotché là-dessus toute ma vie. Il y a mes pairs, donc ça c'est mes collègues, qui font des travaux que je connais parfois pas, d'autres que je connais, avec qui je travaille, avec qui d'ailleurs des fois j'ai quelques visions conflictuelles sur la nature, voire même des relations difficiles, parce que il y a des problèmes de paternité de concept, des problèmes de ressenti sur des champs de compétences, des domaines réservés qui sont difficiles avec certains d'entre eux. C'est fini maintenant, parce que moi, la recherche, elle est plus derrière moi. Mes jeunes chercheurs, j'ai quand même quelques chercheurs un peu plus vieux que moi qui ont essayé de me brimer et qui ont essayé d'éclipser ce que je faisais pour mieux faire briller ce qu'ils faisaient. J'ai rencontré des salopards. Donc mes pairs, ils sont comme moi, ils sont entre ombre et lumière. Hein. On est tous entre ombre et lumière. D'ailleurs, j'ai sans doute été le salopard de quelqu'un. Du moins, puis-je dire que je l'aurais été de toute bonne foi et sans m'en rendre compte. Mais on finit par nuire aussi. Donc il y a eu des inspirations et des nuisances parmi mes pairs. Alors je ne sais pas ce que vous appelez les muses, mais j'ai envie de peupler ce terme de toutes les lectures que j'ai eues, de gens qui ne sont pas exactement mes pairs, parce que ce ne sont pas des chercheurs de la même génération que moi, mais c'est des gens qui m'ont illuminé. Ces illuminations, elles peuvent être relativement récentes. Enfin, relativement récentes. Voilà, je découvre Jared Diamond avec vraiment fascination. Je découvre l'auteur du déclin de l'Empire romain, son nom m'échappe à l'instant, Kyle Harper, avec fascination également. Ce ne sont pas toujours des lectures d'ailleurs autour de l'histoire, hein, mais voilà. D'un autre côté, il y a aussi tout ce que j'ai découvert pendant mes études tardives, comme par exemple Thomas Kuhn, la structure de la révolution scientifique. Alors ça, je saoule tout le monde avec ça, mais ça me permet une bonne façon de comprendre la science comme un progrès, la science comme quelque chose qui ne manipule pas des vérités et qui change, et ceci l'oppose au dogme, d'ailleurs. C'est vraiment important d'avoir compris ça pour identifier ce qu'est le dogme et comprendre que quand la science ne dit pas la vérité, c'est là qu'en fait elle est puissante et utile. Elle dit la meilleure chose qu'on puisse dire au regard des données. Et ça évolue. Et la structure des révolutions scientifiques de Thomas Kuhn, c'est vraiment un fond épistémologique qu'on devrait imposer ou proposer, avec quelques autres, hein, avec la réfutabilité de Karl Popper ou des choses comme ça, qu'on devrait vraiment imposer à tous les jeunes scientifiques qui croient trop manipuler la vérité quand ils ne sont que des fœtus agités au gré des découvertes. Y a d'autres muses qui sont plus anciennes et souvent je me dis que j'ai perdu ma juvénilité quand j'ai perdu la capacité de les recruter. C'est tous ces philosophes, c'est tous ces poètes, c'est Lamartine, Gérard de Nerval, que j'ai croisés dans mes études au début quand vraiment elles étaient encore interdisciplinaires, où j'avais de la philo, du français, de l'histoire géo, et qui m'ont puissamment marqué. J'aime souvent citer Bossuet par exemple, mais je ne sais pas si aujourd'hui dans mes lectures je peux recroiser Bossuet. Parce que je suis devenu plus spécialisé dans mes lectures. En fait, la vie est une lente cristallisation intellectuelle. Certains, et les chercheurs font partie de ceux-là, ont la chance de cristalliser plus longtemps que les autres, c'est-à-dire qu'il reste des parties encore un peu plastiques, des parties en croissance. On croise quand même souvent dans la vie des gens complètement cristallisés, figés. Alors aujourd'hui, dans les sciences humaines et sociales, on utilise beaucoup la notion de holobionte, qui t'a questionné les grandes catégories de qu'est-ce qu'un individu, puisque c'est déjà un collectif, qu'est-ce qu'une société, parce qu'on voit bien qu'on est plus dans des assemblages. Donc je me demandais quel regard vous portez sur cette transformation. C'est un regard à la fois satisfait et critique. Mais vous savez, tous les concepts portent leur part d'heuristique et ferment un peu l'horizon en même temps. Voilà. Alors là, j'ai la chance, je me targue de pouvoir faire l'analyse des forces et des faiblesses. Mais très souvent, il y a des concepts que je manipule sans même d'ailleurs expliciter que ce sont des concepts et sans vraiment avoir leur part de fermeture de l'horizon. Mais là, il y a... Bon, alors qu'est-ce que c'est que l'holobionte ? C'est dire, voilà, alors ça intéresse surtout les pluricellulaires. L'exportation de ça dans le domaine unicellulaire reste encore sans doute à faire largement. Mais en gros, un organisme est entouré de microbes,
c'est aussi vrai pour les microbes, mais du coup, c'est moins vrai que pour les macro-organismes, parce que pour les macro-organismes, ils les portent et ils les enferment en eux. Parce qu'à l'échelle, moi-même, je porte plusieurs dizaines de milliers de milliards de microbes qui sont en moi, dans mes cavités, le nez, les oreilles, le tube digestif, les poumons, ou sur moi. Donc là, sur les macro-organismes, il y a vraiment la notion d'abriter ces microbiotes. Et comme ces microbiotes, on le disait tout à l'heure, ont un rôle majeur dans la construction de nos fonctions, c'est vraiment important de ne pas penser l'arbre, la pâquerette, le brin de mousse, le chat, l'homme, le rat, comme un organisme respectivement végétal ou animal, mais d'y intégrer ce microbiote, de bien le voir dans le fonctionnement, et finalement certains ont proposé d'ériger une nouvelle entité derrière l'organisme, ou plutôt devant l'organisme, c'est l'organisme et son microbiote, l'holobionte, holo, tout. Avec cette idée qu'il y a un hologénome, c'est-à-dire que les propriétés génétiques qui vont construire ça sont des propriétés qui sont celles de l'hébergeant et des hébergés, qui sont des passagers très influents et qui vont avoir beaucoup de gènes. Alors, par exemple, notre microbiote à nous a au moins 100 fois plus de gènes que nous. Alors, beaucoup de ces gènes ne vont servir à rien parce que c'est les gènes qui leur servent à faire leurs protéines. Bon, ça ne va pas nous influencer beaucoup. Mais il y a certains de ces gènes qui ajoutent des propriétés. Par exemple, des propriétés défensives. Les gènes qui permettent à des malacésias de faire de l'acide palmitoïque, par exemple, leur permettent de faire des antibiotiques qui limitent la prolifération du staphylocoque doré sur notre peau. Voilà, quelque part, là, il y a directement une fonction utile à nous. Donc il y a un hologénome, un génome total, qui comprend aussi le génome des espèces présentes dans le microbiote. Et pour moi, pour donner les chiffres, j'ai dit que ce microbiote, c'était 10 000 milliards de cellules, mais c'est plusieurs milliers d'espèces de microbes. Ces cellules microbiennes appartiennent à de très très nombreuses espèces. Différentes d'ailleurs selon les parties du microbiote, selon les sous-microbiotes, pulmonaires, intestinales et tout. Donc c'est assez satisfaisant parce que finalement, pour un microbiologiste, parce que je suis aussi microbiologiste, les champignons m'ont poussé dans le monde des microbes, la plupart du temps ils sont microbiens, ils ne sont pas visibles à l'œil nu. Cette vision-là, elle a animé chez moi beaucoup d'enthousiasme d'un côté parce que ça reconnaît la présence et la force microbienne, c'est quelque chose qui manque à nos sociétés, qui ne s'y résolvent que par la force, quand la maladie leur tord le bras, alors qu'ils sont aussi présents dans les fonctionnalités normales, dans le bon fonctionnement. Mais il y a une limite. Et cette limite, c'est de vouloir de nouveau trouver une entité. Et d'ailleurs, on y reviendra, de lui donner une force qu'elle n'a pas forcément. Mais en tout cas, ça revient à refaire une clôture opérationnelle. Or, depuis que nous interagissons, nous sommes serrés la main, éventuellement quelques postillons ont redistribué des microbes entre nous. Quelque part, mon microbiote est le résultat des microbiotes des voisins. Et il y a un réseau d'interaction qui est beaucoup plus connu dans le cas des champignons mycorhiziens. On sait très bien que ces champignons forment des filaments dans le sol et colonisent les racines des plantes, mais un même champignon peut coloniser deux plantes. Tout ce que la plante donne à ce champignon pour l'aider à se développer va lui permettre de se développer, d'explorer le milieu, et ça peut servir à l'autre plante, et vice-versa. Donc indirectement, il y a des investissements asymétriques dans ces champignons qui font qu'une plante peut aider l'autre. Et puis il y a même d'ailleurs des fois des redistributions de ressources d'une plante à l'autre par ces champignons. Nous, on étudie des plantes qui en fait se nourrissent par le biais du champignon des plantes voisines. C'est d'ailleurs pas forcément une bonne nouvelle, on est sans doute au bord du parasitisme. Mais quoi qu'il en soit, on a en fait des réseaux d'interaction. Et une chose qui est très peu explorée, dont je pense que c'est une grande perspective sur l'étude justement des microbiotes, c'est jusqu'à quel point certains microbiotes, quand ils sont partagés, forcent ceux qui les portent à la coopération, ou changent en tout cas les interactions entre les organismes qui portent les mêmes microbes. Bon, je vous l'ai dit, pour les champignons qui forment des mycorhizes, qui sont associés aux racines des plantes, on a déjà des exemples de ces interactions finalement entre plantes par le biais de champignons partagés. Mais vous et moi, nous partageons des clones de microbes. Jusqu'à quel point nous obligent-ils à coopérer, sachant que eux, leur intérêt évolutif, vous et moi, coopérer, ce n'est pas forcément très important pour nous dans l'évolution, mais pour eux, c'est important parce que si nous prenons tant soit peu mieux soin l'un de l'autre, alors ils risquent de survivre plus et de faire plus de descendants. Donc, il y a peut-être des coopérations forcées. Bon, bref, quoi qu'il en soit, l'idée c'est qu'on est pris dans des réseaux. Et ces réseaux, d'ailleurs, on les sent mieux, alors si on s'échappe de la symbiose, quand on s'intéresse au mutualisme, c'est-à-dire aux interactions bénéfices réciproques, où les partenaires ne sont pas toujours liés. Regardez la pollinisation. Ce qu'une fleur a donné à un insecte et qui lui permet de voler, va lui permettre sans doute d'aller polliniser une autre plante.
Là, on est dans un réseau d'interactions où, en réalité, les interactions sont faites de moindre coexistence, parce que le temps de la pollinisation est faible. Mais finalement, les pollinisateurs sont partagés par toutes les plantes, les fleurs sont partagées par tous les pollinisateurs. Certains sabotent les fleurs et c'est pas bon pour les autres. D'autres, au contraire, d'autres interactions peuvent être plus positives. Et il y a aussi d'ailleurs des fleurs qui sabotent les pollinisateurs. Hein. Vous avez des fleurs qui ne font pas de nectar. Elles sont visitées un peu par erreur. Et si les insectes ont la force de l'éviter, c'est qu'ils se sont nourris sur d'autres plantes et qu'ils vont se nourrir sur d'autres plantes. Donc dans ces réseaux, comme dans les réseaux sociaux d'ailleurs, souvent on file la métaphore en disant que les champignons mycorhiziens qui font interagir les plantes, c'est le web, l'internet de la forêt ou l'internet entre les plantes. Bon, pourquoi pas, mais comme dans tous les réseaux, il y a du bon et du mauvais sur les réseaux, notamment sur les réseaux sociaux. Ces réseaux d'interaction sont la réalité. Et essayer de trouver des entités là-dedans, c'est faire des approximations. Finalement, l'organisme, la plante ou l'homme, l'humain, c'est l'approximation d'ordre zéro. Rajouter le microbiote et parler de l'eubionte, c'est une approximation d'ordre 1, mais il y a tous les ordres successifs. Alors évidemment, plus les ordres sont élevés, je veux dire, vous et moi, finalement, on partage éventuellement des microbes, ou je vous ai inoculé des microbes, donc je suis à l'ordre 2, derrière votre microbiote, en interaction avec vous. Mais j'ai des microbes partagés avec d'autres gens, donc ces gens, ils sont aussi... mes microbes sont en interaction avec moi, et une fraction de microbes qui ne sont pas les vôtres sont en interaction avec moi, ils sont à l'ordre 3 en interaction avec vous. Ils sont partagés avec d'autres gens qui me les ont inoculés ou avec lesquels je les partage, qui sont à l'ordre 4. Ces ordres sont de moins en moins efficaces. Donc une approximation de base ordre, comme dans des développements limités en mathématiques. Hein. Les approximations de bas ordre sont peut-être plus efficaces. Enfin, les autres existent aussi, et elles ne sont pas forcément inexistantes. En d'autres termes, nous sommes sur un réseau, on peut l'approximer à l'ordre 0, à l'ordre 1, à l'ordre 2, à l'ordre 3. Ce sont de bonnes approximations. De toute façon, l'approximation à l'ordre 0, l'organisme, ça fait 150 ans qu'on travaille dessus, donc ça va, on commence à l'avoir exploré. L'ordre 1, avec le lobionte, on commence à l'avoir pas mal exploré. Moi, je pense au réseau. Et je donne souvent à mes étudiants, vous savez, ces nuages de points numérotés qu'il faut relier dans l'ordre des numéros, pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière. Et je leur dis, voilà, tant qu'on voit des organismes ou des entités séparées, on voit les points. Mais en fait, vous savez la silhouette du réel que si vous avez tracé les traits entre les points. Et donc une biologie des interactions, c'est ce qui nous attend pour demain comme ayant une heuristique et comme étant un domaine encore inexploré. D'ailleurs, mon équipe fait partie de celles qui utilisent des graphes d'interaction entre espèces. Vous avez toute la liste des champignons qui sont à un endroit, toute la liste des plantes qui sont à un endroit, vous avez le réseau d'interaction, et qui étudie les propriétés topologiques de ce graphe pour découvrir des propriétés biologiques de ce graphe. D'autres équipes étudient ces graphes pour découvrir à quel point un écosystème est vulnérable à la disparition de 1, 2, 3 espèces qui, en cascade, vont fragiliser, voire faire disparaître des espèces avec lesquelles elles sont en interaction. Et encore, alors on fait des graphes plantes, pollinisateurs, champignons mycorhiziens, plantes. Des fois, on fait plantes, champignons mycorhiziens et pollinisateurs. Mais on est loin d'avoir le graphe de tous les graphes. Or, le Graal dans la description d'un écosystème, c'est celui-là. Donc, on fait des approximations aussi en termes de graphes. Hein. Je ne suis pas en train de dire que l'approximation est mauvaise. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y aura une heuristique forte à se concentrer sur les interactions plus que sur les organismes qui sont en gros les nœuds de cette interaction. Et que là-dedans, on a déjà, nous, dans nos publications, des choses qui nous permettent d'établir si un réseau d'interaction est plutôt mutualistique ou plutôt parasite en moyenne, si l'évolution la construit, ou si, au contraire, l'association se fait aléatoirement en fonction de qui est là. Ou bien si, de chaque côté, quand on est proche parent, on a des partenaires qui sont proches parents. Bref, on peut regarder la construction par les contingences ou les contraintes écologiques d'une part, ou par le passé évolutif de ces réseaux. Bref, on peut travailler sur des réseaux d'interaction. Et demain, c'est, je pense, ce qu'il faut faire aussi. Il faut s'échapper de l'organisme et cette tentative de sauver l'organisme d'une certaine façon en créant des surorganismes, des entités comme le lobionte.